Bonjour, salut, rebonjour à tout le monde. Eh bien, on avance, on avance. Nous sommes maintenant au cours numéro 10, c'est-à-dire à l'épisode numéro 10 de notre série de cours vidéo éducatifs intitulé cours de rattrapage. Eh bien, lors du cours précédent, nous avons vu comment faire des analyses statistiques descriptives en utilisant le logiciel Excel, ce qui est aussi valable pour des logiciels tabulaires de type Google Sheet. Et maintenant, une fois qu'on a fait des analyses, il s'agit de résumer ces analyses-là sous la forme des tableaux ou des figures, par exemple. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est comment fait-on un résumé des résultats d'une enquête par questionnaire sous la forme tabulaire ou graphique? Eh bien, nous allons essayer de répondre à cette question. Bien entendu, comme toujours, j'ai dit que ces cours en ligne, je les ai faits pour mes étudiants en psychologie à l'université, mais ils sont ouverts à tout un chacun qui s'intéresse aux questions de recherche scientifique. Alors bon, voilà, nous allons essayer de répondre à cette question. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment on fait des tableaux et des figures qui résument les résultats des analyses statistiques. On ne peut pas mettre un résultat ou publier le résultat des analyses statistiques en vrac ou de façon brute. Il faut les mettre sur des tableaux, des figures pour les synthétiser, les résumer et les rendre compréhensibles pour les gens qui ne sont pas forcément spécialistes ou qui comprennent des gens qui ne comprennent pas l'analyse statistique, par exemple. Alors, donc, d'abord, pour les tableaux, il faut nommer les tableaux et les numéroter. Il faut donner un numéro, comme par exemple, ici j'ai mis table 1, ensuite table 2, table 3. Pareil pour les figures, il faut donner un numéro à chaque figure, figure 1, figure 2, et ensuite le titre. Ici, pour ce tableau-là, par exemple, j'ai mis tableau 1, résultat des... ah, alors, le résultat, ici je vais l'écrire, résultat de l'analyse descriptive, c'est-à-dire moyenne, écart type médienne, du niveau de stress chez les étudiants. Et ça, il faut indiquer que ces moyennes-là, ces écarts types-là, cette médiane est calculée sur la base d'une échelle qui va de 1 à 11, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, le cours numéro 9. Alors, j'ai ajouté ici analyse inferentielle, le test de thé des étudiantes. Comme il s'agit de comparer les moyennes entre différents groupes, on fait normalement une analyse inferentielle qui est, par exemple, le test des étudiants. Mais ne prêtez pas attention à ça, j'ai juste mis ici pour dire que c'est possible de faire ça, que c'est recommandé de faire ça, mais ce cours, vraiment, dans le cadre de ce cours de rattrapage, on se limite à l'analyse descriptive et on n'évoque pas forcément ou vraiment l'analyse inferentielle. J'ai juste mis ici un petit peu pour savoir que quand on organise un tableau de ce genre, normalement, il y a le test d'été qui peut, et d'autres types de tests qui sont possibles aussi, les ANOVA, par exemple, analyse des variances, etc. Bon, donc, comment est-ce que ce tableau-là est organisé? Nous avons les variables ici, nous avons la moyenne, nous avons le écart type, standard deviation en anglais, c'est la manière, la sigle, ensuite la médiane ici. En bas, j'ai mis ces sigles-là, à quoi ça correspond. M moyenne, SD quart type, médiane, catégorie d'âge, etc. J'ai mis les légendes ici en bas. C'est comme ça qu'on fait en général quand on fait un tableau pour une étude scientifique, pour résumer les données d'une étude scientifique. Donc, vous avez ici les moyennes du niveau de stress par sexe. Ici, vous avez hommes, femmes, intersexes. Vous avez les moyennes, vous avez les écarts types, vous avez les médianes. Ensuite,
Ce test-là permet de dire que s'il y a une différence statistiquement significative entre ces différentes moyennes-là. Et par exemple, ici, signifie que les personnes qui sont intersexes ont un niveau de stress supérieur aux femmes et aux hommes, par exemple. Alors, tout cela effectif ne sont pas vraiment de vrais calculs. J'ai mis juste ici pour vous montrer comment est-ce qu'on élabore à partir des résultats des données, comment est-ce on essaye de les résumer. Mais ces résultats-là ne sont pas vrais, sont fictifs de la même façon que l'étude que nous avons prétendu réaliser, en réalité, une étude fictive. Je peux mettre aussi les catégories d'âge avec les moyennes correspondantes, les écarts types et les médianes et voir, par exemple, ici, on constate que le niveau de stress est supérieur chez le groupe ou la catégorie d'âge 25-35 ans, par exemple. Ça permet de conclure, on sait, avec ce test-là, nous permet de dire que, bon, cette différence des moyennes est significative. Du coup, effectivement, le groupe de 26-35 ans est significativement plus stressé que les autres groupes. C'est la conclusion qu'on pourrait tirer si effectivement ces résultats étaient vrais. Pareil ici pour le niveau d'éducation que j'ai organisé. Donc, ça, je ne vais pas aller plus en détail que ça, mais c'est juste pour vous montrer, il y a plusieurs façons d'organiser un tableau de résultats. En fait, vous organisez un tableau de résultats en fonction de vos questions de recherche et de vos hypothèses. Il faut que ce soit assez clair en lisant le, le tableau de résumé des résultats, dans quelle mesure vos hypothèses sont vérifiées ou pas. Si par exemple notre hypothèse est que les hommes, les femmes ont un niveau de stress plus élevé que celle des hommes, eh bien on pourrait conclure qu'effectivement cette hypothèse est vérifiée parce qu'on voit ici que la moyenne des femmes à niveau de stress dans une échelle qui va de 1 à 11 est supérieure à la moyenne des hommes à niveau de stress, etc., etc. Vous voyez? On pourrait aussi, par exemple, on a vu tout à l'heure, lors du cours précédent plutôt, qu'on avait calculé, on pouvait calculer, d'ailleurs on l'a fait, on a calculé la moyenne des en termes de stratégies de coping qui sont davantage utilisées, celles basées sur l'émotion et celles basées sur le problème, on pourrait mettre un résultat dans un tableau aussi et clairement en montrant voilà la moyenne, les écarts types, la médiane pour les stratégies basées sur l'émotion et d'un côté, la stratégie basée, la moyenne, les écarts types, les médianes pour les stratégies basées sur la résolution des problèmes. Et là, on pourrait tirer conclusion à ce moment-là, quelle des deux est supérieure, quelle moyenne est supérieure, et s'il y a une différence statistiquement significative, si on décide d'ajouter à l'analyse descriptive l'analyse aussi inférentielle. C'est un peu dans ce sens-là qu'on présente, qu'on résume des résultats. Il faut que ce soit clair, assez simple à lire et à expliquer. Euh, Maintenant, ici, j'ai mis quelques résultats descriptifs sur les fréquences. Vous avez ici la fréquence des nombres d'hommes et de femmes qui ont participé à l'étude. À la fois NB, ça veut dire les effectifs, et ce sont l'effectif IB. Alors, peut-être qu'il faut que je change ici, que je mette plutôt NP, ça veut dire nombre de participants. En fait, je voulais mettre un nombre, mais je pense que je peux mettre NP plutôt nombre de participants, comme ça, c'est plus clair pour dire les effectifs, ensuite les pourcentages. Alors, je registre ça, comme ça sera fait. Bon, ça, c'est vraiment des statistiques descriptives plutôt sur la population, sur les participants eux-mêmes, pas directement sur le sujet. Et puis ici, on a les effectifs. Maintenant, on a les figures. Une fois, d'abord, on met les tableaux qui résument les informations, les résultats de nos analyses. Et les résumés, encore une fois, doit être fait en fonction des questions de départ et des hypothèses. C'est un résumé sur la forme des tableaux qui,
qui est susceptible, qui doit répondre aux hypothèses, si on a fait des hypothèses, ou aux questions de départ, si on s'est limité à faire des questions de départ. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas juste faire des résumés au hasard, non. Il faut que, en lisant le tableau, on puisse avoir une réponse claire aux hypothèses. Comme je vous ai dit, ici, simplement, j'ai inclus le niveau de stress qui se traduit ici par les moyennes en fonction du sexe, de l'âge et du niveau d'éducation. Ça répond à une partie de mes hypothèses, mais j'aurais pu inclure aussi d'autres résultats qui pouvaient répondre à d'autres hypothèses aussi. Ça dépend vraiment de la manière dont on doit, j'insiste là-dessus, construire le tableau. Il faut que les résumés des données, des résultats sous la forme des tableaux puissent au sol répondre aux questions de recherche et aux hypothèses qu'on a fait si on a fait des hypothèses au début de notre étude. Voilà, pour le reste, c'est ça, c'est pas vraiment pour répondre aux hypothèses ni aux questions de départ, c'est plutôt d'analyse descriptive et statistique sur la population elle-même, les participants à l'étude pour savoir combien d'hommes, combien de femmes, pourcentage, etc., etc. Et enfin, on peut faire toutes sortes de figures aussi, à la fois des figures qui résument la population de notre étude, les participants à notre étude, mais aussi des figures qui peuvent résumer euh, la relation entre les variables ou les hypothèses qu'on a fait, etc. Bon, ça, ce sont des choses que vous apprendrez certainement plus loin, quand vous apprendrez aussi à utiliser des analyses, des logiciels vraiment très spécialisés dans l'analyse des données, à faire toutes sortes de figures, mais là, juste pour vous montrer, ça, ce sont des figures que nous avons fait lors de cours de rattrapage précédents, les effectifs des participants par genre, par exemple, vous avez ici. Et vous avez ici les effectifs des participants par statut socio-économique que vous avez ici, bas, moyenne, élevée. Il y en a 46% qui appartiennent à la classe moyenne, 39% à la classe basse. Tous ces résultats-là sont faux, bien sûr, ne sont pas de vrais résultats, mais je voulais bien entendu vous expliquer, euh, vous expliquer pardon, euh, comment on fait des figures et des tableaux. Alors là, vous voyez, en revanche, par exemple, euh, il faut commencer par les tableaux et ensuite par les figures. D'ailleurs, là, j'ai normalement inversé. J'aurais dû commencer par mettre les tableaux sur la description des populations, par exemple. D'ailleurs, ça, je vais faire immédiatement, comme ça sera fait. Ici, je dois inverser, mettre sous tableau ici, parce que en termes d'ordre, il y a plus de logique. Donc, celui-là, je vais l'appeler 2, tableau 2. Et donc, j'élimine celui-là. J'élimine celui-là. Donc là, on a ce tableau-là, le premier, j'ai nommé tableau 1, résultat des analyses de fréquence en nombre et en pourcentage. Et là, j'ai mis ça. Et ensuite, résultat des analyses distribuées, moyenne, écart type, etc. Voilà. Parce que normalement, quand on fait des tableaux, on commence par les tableaux sur la description de la population, comme celui-là. Analyse descriptive, je vais ajouter ici sur les participants, sur les participants. Voilà, donc ça c'est fait, j'enregistre en même temps. Voilà. Et ensuite, là, j'ai un deuxième tableau, qui c'est celui-là, cette fois-ci sur les écarts types, les moyennes, vraiment sur la thématique qui nous préoccupe, qui est le stress chez les étudiants. Et ensuite, on enchaîne avec d'autres figures ici. Généralement, on met un tableau
par page et une figure par page. En commençant par les tableaux. Voilà, bon, et là, nous sommes la question numéro 12. Donc, à la fin du travail de recherche, il faut écrire un rapport de recherche. Dans ce rapport, il faut faire une introduction indiquant les objectifs, la problématique, les questions de recherche et des hypothèses, si l'on a fait des hypothèses, décrire la méthodologie utilisée pour collecter et analyser les données, présenter les principaux résultats et les discuter. Enfin, faire une conclusion. Mais comment rédige-t-on un rapport de recherche? Eh bien, une fois on a fait tout le travail qu'on a fait jusqu'à là, eh bien, il faut écrire un rapport de recherche. Le rapport de recherche peut se présenter sous la forme d'un article scientifique, mais plus généralement se présente tout simplement sous la forme d'un rapport de recherche qu'on pourra mettre aux archives, les présenter à des collègues ou lors d'une soutenance s'il s'agit d'une thèse de doctorat ou de thèse de master, etc., etc. Bon, dans le cadre de mes étudiants de licence en psychologie, puisqu'il s'agit d'apprentissage, plutôt à la recherche, d'apprendre à faire une recherche, ils font un rapport et ce rapport-là, c'est celui que moi j'ai évalué. Je donne une note et ça leur permet en quelque sorte de valider leur année dans la matière qui concerne les enquêtes scientifiques, si vous voulez. Donc la question est, mais comment rédige-t-on un rapport de recherche? Eh bien, ça, ce sera le cours de rattrapage numéro 11. Le cours de rattrapage numéro 11 sera celui qui va finir cette série de vidéos. Quand je dis finir, c'est pas finir totalement, c'est-à-dire c'est de clore un chapitre dans cette série de cours de rattrapage, puisque dans les quelques mois, j'ai l'intention de commencer un autre chapitre de cours de rattrapage, mais cette fois-ci dédié spécialement à l'analyse statistique des données. Mais toujours des cours pour débutants, si vous voulez, comme par exemple les cours que je viens de, que je suis en train de faire, que je finirai lors du prochain épisode, l'épisode numéro 11. C'est aussi un cours d'initiation à la recherche, à l'enquête scientifique, si vous voulez, à la fois l'enquête par entretien et l'enquête par questionnaire. Merci beaucoup. Bon, je vous dis à bientôt. E em português, muito obrigado. Até a próxima.